filmer, tout du moins de présenter chacun des intervenants. Mais pour l'instant, je vais surtout vous demander de patienter encore 2 minutes, le temps que les marketing IBM sont dans le groupe, se présenter tout seul. À vous. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Marc Dupaquier, je dirige le marketing mondial de Software Group. Je vis aux États-Unis depuis 7 ans et donc IBM Software, c'est une entité de 13 milliards de chiffre d'affaires. Vous voyez un petit peu des marques que représente IBM Software. Et je suis venu aujourd'hui pour vous parler de ce que nous faisons en matière de Linux, qui est un point très important pour nous. Et en gros, mon exposé sera de cette manière-là. Je vais vous parler de ce que nous voyons chez nos clients, au monde du Linux. Comment est-ce que cela évolue, c'est typiquement une évolution très forte dans ce domaine-là. On va parler des serveurs, on va parler du client, Linux dans les clients, et on va un petit peu parler de ce que fait IBM dans le monde de Linux. Donc voilà en gros mon exposé. Alors, l'adoption des clients Linux, je pense que c'est la dernière année qu'on aura une charte comme ça avec des je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, qu'on a un chart comme ça avec, on va essayer, avec des clients des logos de clients, parce que je pense que dès l'année prochaine, on va tourner avec les logos des rares clients français qui n'auront pas utilisé Linux. Parce qu'en fait, on voit effectivement de plus en plus de nos clients aujourd'hui qui ont des environnements Linux avec ces applications. Je parlais de ce qu'IBM fait, je vais vous parler d'un certain nombre d'autres exemples. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question de pourquoi Linux, est-ce que Linux est réel, question qui fondamentalement ne se pose presque plus. La question, ça va être jusqu'où va-t-on aller dans l'environnement Linux et quelle est la proportion de Linux que l'on va voir. Ça évolue vers autre chose aujourd'hui d'ailleurs, qui est plus ce que l'on fait en matière d'open source. Il y a un certain nombre de choses. Vous voyez, par exemple, World Business, qui est un important journal aux États-Unis, qui a publié en mois de novembre un article interview de mon patron Steve Witz, qui est le Senior VP de Software Group pour IBM, qui est sur notre stratégie open source, une stratégie open source qui est forte. On a beaucoup de logiciels qui sont dans l'open source. On annonce ensuite des versions gratuites de nos logiciels pour l'ensemble de nos gammes. On annonce hier une DV2 Community Edition pour les développeurs DV2. Donc on voit de plus en plus de choses qui vont dans cet environnement de l'open source et de Linux, et les analystes le supportent très fortement. Je pense qu'un marché, il y a des choses intéressantes sur ce marché. Évidemment, le marché Windows continue d'être plus important que le marché Linux. Par contre, ce qui est clair également, c'est que la croissance du marché est très très forte en Linux. Et quand vous regardez l'incrément de business qui est fait année après année, il est plus important en Linux qu'en Windows. Donc même si la base de Windows est plus importante que celle de Linux encore, si vous regardez le business incrémental qui est rajouté chaque année, il est beaucoup plus grand en Linux qu'en Windows. Et donc on voit aujourd'hui une démarche qui est très forte. On pense que le marché des serveurs, l'IDC pense que le marché des serveurs sera à peu près de 26% en Linux en 2009. C'est un marché qui est très important. Donc ça représente quelque chose qui est lourd, avec des migrations qui sont fortes. Alors, des rapports qui sont intéressants, beaucoup de ces rapports, vous les avez peut-être vus, nous on passe beaucoup de temps à les regarder, à les lire, à les analyser. Voici par exemple un rapport du groupe Robert Francis Group sur Linux. Et en fait, leur rapport dit que voilà, quand on regarde, quand on compare dans une solution particulière, une solution qui a été mise en place sur Linux, une solution qui a été mise en place en environnement Windows, on constate que l'environnement Linux représente un coût qui est de l'ordre de 40% inférieur à ce qui se passe en Linux, donc ça c'est important. Et c'est lié et à l'acquisition, donc qui fait l'année 1, et également en termes de cost of ownership, parce que ça coûte moins cher à maintenir, il y a moins de versions, de patchs à appliquer, de sécurité à mettre en œuvre, la disponibilité des utilisateurs est plus grande. Donc ça permet d'avoir un coût qui non seulement est moins cher à l'acquisition, mais également est moins cher à l'usage. Et ça, c'est dans une version de Linux où d'ailleurs les logiciels sont des logiciels achetés, on ne pourra pas des versions open source. On compare l'environnement commercial, la chose équivalente dans leur étude. Donc typiquement, un DB2 en Linux, un DB2 en Windows ou autre avec d'autres fournisseurs de middleware. Donc un exemple. Un deuxième exemple qui est assez intéressant, ça c'est une étude qui a été faite par Pearl IT, qui en fait dit, quand on regarde, on va interroger, donc ils ont fait en fait un grand nombre de questionnaires qui sont des questionnaires qualitatifs, qui vont très très profondément en termes de retour sur ce qui se passe sur les comptes Linux. Et en fait, ils disent, finalement, il y a un certain nombre de retours qui n'étaient pas forcément les raisons pour lesquelles ces clients-là ont mis en place Linux, mais qui en fait sont des gains collatéraux liés à la mise en place de Linux. Un, c'est qu'en fait, il est beaucoup plus facile de faire de la consolidation de serveurs, donc qui va permettre d'avoir un retour sur investissement plus important parce qu'on va
consolider des serveurs en plus grand nombre et donc économiser sur les mises en œuvre, sur le coût du matériel, du hardware. Des coûts de flexibilité, ça permet également d'avoir utilisé des hardware qui sont plus adaptés, donc beaucoup plus flexibles, notamment l'utilisation de Blade, l'environnement IBM. Et également en termes de compétences, parce que ce qui est assez intéressant, et je l'ai eu moi-même de la part de plusieurs directeurs informatiques, aujourd'hui, dire j'ai des projets en Linux est un critère très important pour un directeur informatique pour embaucher du personnel. Beaucoup plus que de dire j'ai un projet en Windows. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un certain nombre de développeurs, un certain nombre de jeunes informaticiens préfèrent travailler en environnement Linux qu'en environnement Windows. Et c'est un point important pour attirer et retenir dans un certain nombre de personnel. Ça, c'est des points intéressants qui ont été mis en œuvre et qui sont tout à fait confirmés dans ce que nous pouvons voir avec nous. Donc, en gros, il y a un tableau que nous utilisons beaucoup, qui est celui-ci. Quand on regarde le monde de Linux, c'est un monde principalement de migration. On a en gros deux types de migration. Les gens qui viennent du monde Unix, les gens qui viennent du monde Windows. À l'origine, les gens qui venaient du monde Unix, ils venaient vers Linux pour deux raisons. La première, c'était avoir des coûts de plateforme qui étaient moins importantes. Typiquement, quand vous passez de Unix à Linux, vous allez pouvoir avoir des coûts de matériel hardware qui vont être moins importants, avoir un choix qui est beaucoup plus ouvert, et donc avoir un coût total de la plateforme qui est moins important. Les gens qui venaient de Windows, ils venaient avec deux démarches qui étaient différentes. C'était principalement une notion de sécurité et de fiabilité. Et dans certains cas d'ailleurs de scalability également, c'est capable d'avoir des plus grands volumes. Ce que l'on voit comme bénéfice collatéral sur la partie des utilisateurs qui viennent de Windows, c'est un total coût qui évidemment est inférieur, qui est lié à la mise en la disponibilité, et lié à tout ce que j'ai présenté auparavant, comme les firmware references. Donc ça c'est intéressant et c'est typiquement le domaine que l'on voit au niveau des serveurs avec des choses qui sont aujourd'hui et des migrations Windows, une partie du marché Windows qui migre vers Linux et évidemment une grande partie du marché Linux. Alors, est-ce que l'on voit la question c'est très bien, mais quel type d'applications sont maintenant tournées en Linux? Historiquement, tout le monde a commencé par avoir des serveurs d'impression, ça c'était tranquille, si on n'oublie pas de toute façon, c'est comme d'habitude, et jusqu'où on peut aller. Et on voit de plus en plus d'applications, je vous montrerai ce que l'on fait à IBM. Alors là, vous ne pouvez pas lire ces codes, mais en gros, l'ensemble des analystes disent, on voit de plus en plus aujourd'hui, d'applications critiques dans les entreprises qui sont mises en œuvre en Linux, d'ISV qui mettent Linux comme en plateforme prépondérante de développement d'applications. Et je reviendrai un petit peu là-dessus un peu plus tard. Je peux vous dire que nous, à IBM, on a une initiative très forte avec les ISV. On travaille avec 6000 ISV, éditeurs de logiciels, et quasiment l'intégralité de ces ISV privilégient Linux comme en plateforme de développement pour le futur et de l'exploitation. Donc ça, c'est un point très important. Et nous, c'est clairement le domaine auquel on pousse avec eux, parce qu'on pense que les ont raison, c'est là où il faut aller, et c'est alors, intéressant, si vous avez un petit peu lu la presse autour d'IBM, vous avez vu que IBM aujourd'hui croit beaucoup en quelque chose qui s'appelle SOA, Service Oriented Architecture. En gros, Service Oriented Architecture, ça consiste à prendre un business model, à prendre un certain nombre d'applications qui étaient monolithiques et à décomposer en sous-ensembles que je peux soit continuer à gérer dans l'entreprise, soit outsourcer, soit réécrire uniquement pour un des composants. Et ce que je veux dire, c'est que le monde Linux adopte particulièrement bien ce genre de choses. Ça permet de prendre un sous-ensemble sur lequel j'ai une structure de quantité importante, de le redévelopper en environnement Linux, travailler de cette manière-là, et le reconnecter en environnement de manière simple, ouverte et fiable. Donc ça, c'est Linux et SOA sont tout à fait des choses qui sont tout à fait compatibles et cohérentes pour nous, et ce, à tous les niveaux. Donc ça, dans un business SOA, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le propos aujourd'hui, mais vous avez en gros ce cercle de modélisation, assemblage, déploiement et management de leurs sources. Sur l'ensemble de ces offres, nous avons des logiciels, et je vais parler de aujourd'hui, WatchSphere, Tivoli et autres, nationales, qui sont disponibles en version Linux, et on voit de plus en plus de clients qui les déploient en environnement Linux. Et d'ailleurs, quand on regarde SOA, une très grande partie de nos projets SOA, ou presque la moitié de nos projets SOA, se font aujourd'hui en environnement Linux. Donc, quelque chose de très important à réaliser également. Exemple de client, alors j'ai fait ce compte de client. Un projet que moi j'aime bien parce que c'est typiquement le cauchemar de chaque directeur informatique, c'est la couverture informatique de Roland-Garros. Il est clair que si vous dites, pour un projet Roland-Garros, je serai prêt le 18 juin, pour les initiés, c'est à la fin du tournoi, c'est pas terrible. Soyez up and running tout à fait avant le tournoi. Roland-Garros, c'est une solution qui est totalement écrite, qui tourne totalement en Linux, qui tourne sur des Data Center, IBM et sur des iServer de Linux également. WebSphere Portal, WebSphere Advancer pour tous les scores, DB2, Tivoli, etc.
Donc c'est un énorme volume d'affaires, de business, d'activité. 3 millions de visiteurs en gros sur le site, 177 millions de pages en 15 jours. Donc il faut voir que ça se passe en 15 jours. Le 16e jour, plus personne ne va sur le site. Exactement 2 heures après la finale, il n'y a plus d'activité sur le site. Et il y a très peu d'activité avant le jour du tournoi. Donc il faut voir comment c'est ce temps extrêmement réduit. Vous allez avoir des gens qui vont se connecter, qui vont généralement, souvent d'ailleurs, laisser des pages ouvertes avec je sais pas si vous êtes déjà allé sur ce site, avec la capacité d'avoir le sport en temps réel qui s'incrémente, ou ce qu'on appelle l'action par action qui permet de visualiser les échanges, qui sont capturés en fait par des caméras et modulés. Donc ça c'est typiquement un exemple d'application critique avec un business important qui tourne en environnement Linux. J'ai pris un autre exemple ici, qui est un exemple que moi j'aime bien, qui est un exemple bancaire, Banque Populaire de Milan, parce qu'on ne pense pas forcément aux banques comme des exemples où on peut avoir des environnements Linux de production. Ce qu'ils ont fait en fait, c'est qu'ils avaient besoin de réécrire leur applicatif bancaire au niveau des postes de travail agence. Et donc ils ont décidé de le réécrire intégralement en Linux avec 600 agences bancaires, donc 600 agences bancaires qui sont passées de Windows en Linux. Et donc les environnements de production bancaire, tous les environnements de production bancaire, toutes les opérations traditionnelles de banque, ainsi que les informations clients, commerciales, gestion des crédits, etc., qui sont passées de l'environnement Windows à un environnement Linux pour 600 agences. Donc ça c'est typiquement, déjà je parle de serveur, des clients. Donc c'est typiquement le genre de choses que l'on voit et que l'on voit de plus en plus. On a aujourd'hui des équipes commerciales qui sont engagées sur des dizaines de projets en France, des milliers de projets au niveau mondial, qui sont des projets de migration des environnements Windows vers l'environnement Linux. Donc ça c'est très important. Un autre exemple c'est IBM. Je crois que c'est intéressant de dire ce que nous faisons nous à IBM. Nous avons aujourd'hui plus de 3100 serveurs qui travaillent en Linux. Ce sont des serveurs Linux. C'est un nombre très important et sur des applications très critiques. Premier exemple, donc vous voyez ici le point Spread Millimeter Wafer Manufacturing, en fait, qui est la chaîne de fabrication des composants pour les X-Series, donc Blade Centers. Il est clair que si cette chaîne s'arrête, je peux vous dire qu'immédiatement, si la chaîne s'arrête, l'action d'IBM perd 5 $. Et c'est une chaîne qui est totalement sécurisée, qui tourne intégralement en Linux. Donc ça, c'est un point important. On a 200 X-Series en production qui tournent sur cette chaîne-là. Tout ce qui est l'environnement HTTP web d'IBM tourne en Blade Server IBM avec Linux. Ils tournent tout en Linux. Un certain nombre d'événements et de special events que nous faisons tournent en Linux. Toutes les offres d'IBM Global Service sur la sécurité Internet tournent en Linux. Et par exemple, tout ce qui est, on a donc un point central de gestion des antivirus pour l'accès à l'environnement de l'email d'IBM, 350 000 employés d'IBM. Ça se passe également sur des serveurs Linux qui donc apportent cette fonction de firewall complète pour l'environnement. Donc ce sont des exemples de ce qu'IBM fait en Linux au niveau du serveur. Alors, ça me permet également d'avoir une transition intéressante sur le point suivant, c'est que faisons-nous en termes de clients? On a à peu près 25 000 clients Linux aujourd'hui à IBM. 25 000 clients Linux. Si j'étais venu il y a un an, j'aurais fait un ami, 2000. Donc c'est pour vous donner une idée de la bascule en un an, de passer de 1000 ou 2000 clients Linux. D'ailleurs là, je parle depuis un poste de client Linux sur des environnements qui sont plus grands. Et je vous montrerai un petit peu vers où on va. C'est-à-dire qu'on essaie de plus en plus d'avoir de clients Linux et de les développer. Et on a fait ça dans une certaine méthodologie. En disant qu'est-ce qui fait qu'un client doit être Linux ou pas chez IBM. Et aujourd'hui, on a un business model, enfin, vu un plan stratégique informatique à 5 ans, où je pense que à 5 ans, le client Windows sera devenu une exception extrêmement rare chez nous. On voit vraiment comment on l'a basculé. Et c'est très important parce que, ça peut nous aider une acquisition de licences logicielles très importante pour nous. 350 000 postes clients, vous imaginez Times, ce que vous payez à Microsoft, ça peut être un coût très très important. En termes de gestion, de disponibilité, de sécurité, de coûts de helpdesk, des coûts qui sont également très importants dans l'économie. Donc c'est typiquement un des projets sur lequel notre président a dit, it's a no-brainer, c'est vraiment quelque chose que l'on veut faire et que l'on va faire de manière très forte. Bon alors, une autre manière de regarder ce monde du client. Donc il est clair que le marché du poste client il évolue. En gros, si on regarde les études, le marché du poste client Linux évolue autour de 37% par an donc, sur les années à venir. Aujourd'hui, il y a une base installée d'à peu près 10 millions de postes Linux, difficile à compter, c'est un nombre important, mais
encore relativement modeste par rapport à ce qui se passe en environnement Windows. Mais il y a d'autres choses qui se passent aujourd'hui qui font que la manière d'aborder le client va changer. Il y a le fait que quand on parle de client, la notion de client elle-même change. Quand vous écrivez des applications, vous réfléchissez à des applications, traditionnellement, la notion de client lourd, quand j'écrivais mon application, j'étais lié à un certain nombre de protocoles d'affichage de postes clients qui étaient eux-mêmes liés à ce que je faisais en Windows, sont des choses qui vont disparaître. On est fondamentalement persuadé que cela va disparaître. Ça va disparaître pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est très compliqué à écrire, c'est très compliqué à gérer, c'est très compliqué à faire évoluer, et ça ne répond pas à un certain nombre de contraintes qui est de dire aujourd'hui je suis connecté sur un ThinkPad, dans 5 minutes je vais me connecter depuis un BlackBerry, je peux avoir accès sur un autre poste ou un browser de quelqu'un d'autre, et je veux pouvoir avoir une interface applicative qui est commune. Donc en gros, nous on voit l'évolution du poste client qui est comme ça, et qui permet de le faire évoluer. Alors, je vais revenir là-dessus un peu plus tard, mais auparavant, voilà un petit peu la manière dont on a nous segmenté l'utilisateur. C'est en gros de dire, quand on regarde les clients, il y a 5 types de clients sur le marché aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle les fonctions fixes. Les fonctions fixes, typiquement un terminal point de vente, typiquement un poste d'enregistrement pour une compagnie aérienne. Donc ça c'est le premier. Et aujourd'hui, on ne voit aucune raison pour que ces postes ne soient pas en Linux. Et on pense qu'il est tout à fait nécessaire de les porter en Linux, parce que c'est la meilleure solution. Il y a, deuxièmement, vous avez au milieu des technical workstations, donc des postes avancés, des développeurs, des gens qui vont faire du CATIA par exemple, ce genre de choses. Même question, d'ailleurs là c'est là où c'est le plus avancé aujourd'hui, donc typiquement aujourd'hui le tourner en Windows c'est absurde. Transactional workstation, ça c'est important, ça concerne beaucoup de personnes. C'est en gros l'ensemble des utilisateurs qui vont faire les fonctions traditionnelles transactionnelles des entreprises, les liquidations de dossiers d'assurance dans les compagnies d'assurance, ou dans l'administration, tous les gens qui vont en fait gérer les applications elles-mêmes. Aujourd'hui, quand on y réfléchit, quelles sont les raisons qui font qu'ils ont besoin d'avoir un environnement Windows? Ça peut être lié à l'architecture client-serveur qui a été adoptée il y a quelques années. Quand ces architectures sont réécrites aujourd'hui, ces notions ont tendance à disparaître pour des formats qui sont différents. C'est typiquement ce que la plupart des groupements font. Et donc ça va progressivement disparaître. Et puis là, vous avez les deux fonctions à droite, Basic Office et Advanced Office. Et il est clair qu'on pense, en tout cas pour nous, que dans un certain temps, on va encore garder des fonctions Office avancées qui nécessiteront des postes Windows. Ceci dit, on pense que ça peut évoluer à terme. Nous sommes des gens qui investissent beaucoup sur les formats, OpenDoc, etc. Et on est très actifs dans ces communautés, on y croit très 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 fortement. Mais en même temps, on pense qu'à un certain temps, pour que la communauté bascule, et donc il faudra dans un certain temps être capable de fournir des documents en double fichier, en double format. Et puis Basic Office, on pense que d'ores et déjà on peut les basculer. Donc en gros, voilà ce qui chasse. Qu'est-ce qui le pousse? Ça c'est vrai pour nous, c'est vrai pour beaucoup de nos clients. On fait des études de marché qui nous disent la même chose. Ça vient d'une étude de marché qu'on a fait récemment. Un, c'est que le coût d'ajouter un poste Windows, il est très important. Il est beaucoup plus important que d'ajouter un poste Linux. D'abord parce que quand vous ajoutez un poste Windows avec tout Office qui va avec, il y a un coût qui est très important lié à ça et qui est vraiment non affordable, qui n'est pas on va se payer pour beaucoup de nos clients. Deuxièmement, il y a effectivement tout ce qui est la notion de page sécurité, d'alerte de virus, qui en fait ont des effets que l'on voit. Ce qu'on voit, par exemple, je lisais une étude récemment aux États-Unis, non pas sur le marché d'entreprise, mais sur le marché des particuliers. On voit sur le marché des postes de travail clients particuliers, enfin entre individus, donc une montée en part de marché de Macintosh sur le haut de gamme, qui est totalement lié à ça, uniquement à ce point-là. Donc en gros, Mac a gagné 5 points de part de marché en 1 an, en 12 mois, sur le poste utilisateur particulier en entreprise. Et l'intégralité de ces gens-là, leur motivation, ça n'a pas été l'ergonomie du Mac, ça n'a pas été le fait que c'est cool, ça tue le cœur, etc. Ça a été le fait d'être à l'abri des spams, de l'adware et de toutes les réinstallations de Windows. C'est des gens qui, après avoir installé 3 fois leur Windows en 6 mois, quand ils sont allés acheter Mac. Et donc ça, c'est des choses qui existent de plus en plus, qui sont de plus en plus fortes. Donc ça, c'est des points qui, en fait, font qu'on voit des clients qui sont de plus en plus. Alors, il y a une deuxième manière de regarder le problème, c'est celle-ci. C'est de dire, en gros, quand on raisonne en termes de clients, j'ai deux choses.
j'ai à la base ici, qu'est-ce que je vais apporter à mon poste client. Et je peux aller de fonctions qui sont basiques, simples, exemple, ce que je peux faire sur un browser, sur des fonctions qui sont très très riches, typiquement les clients lourds, hein, qu'on a eu l'habitude de connaître dans les applications des années 90. Et puis derrière, j'ai quel est mon coût, et mon coût, alors là, il y a un petit piège quand vous regardez ce graphique, c'est que le bas est en haut et le haut est en bas. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait comme ça, mais je suis obligé de le pitcher de cette manière-là parce qu'il est fait comme ça. Donc en fait, vous avez des coûts qui peuvent être relativement bas, donc ils seraient dans le cadran en haut à gauche, et inversement, vous allez augmenter. Donc typiquement, hein, il y a des... Hop, je trouvais que c'était un chart. Ah d'accord. Voilà, ça ne vais pas expliquer. Donc typiquement, il y a des choses aujourd'hui qui sont des corrélations. Hein. Les applications browser ont des coûts qui sont relativement bas et des fonctions qui sont basiques. Traditionnellement, les applications client-serveur vont être riches en fonctionnalités avec des coûts qui sont élevés. Et nous, on pense qu'il y a une manière de regarder le problème différemment, qui est l'approche workplace, qui permet en fait d'avoir un utilisateur qui est riche en termes de capacité, de fonctionnalité, exactement avoir les mêmes apports que nous avons client-serveur, par contre avec un coût de management qui est extrêmement bas et un coût d'ownership qui est extrêmement bas. Donc ça, c'est toute l'approche workplace qu'IBM a développée depuis quelques années, qui est une approche extrêmement ouverte. Workplace fonctionne dans l'environnement Windows effectivement, mais fonctionne dans l'environnement Linux, fonctionne dans macOS. Workplace fonctionne sur des postes Symbian, ou ce que vous voulez en termes de pervasive tools. Donc ça, c'est vraiment... Marc, si je peux vous interrompre, effectivement, l'expérience utilisateur est assez riche pour l'instant, mais comme nous avons commencé en retard, est-ce que je peux vous laisser 3 minutes pour conclure? Tout à fait. Et donc, d'ailleurs, c'est tout à fait la fin, parce qu'on est peut-être à la fin des charts. Donc, j'ai donné des exemples de clients, d'utilisateurs clients. Exemple Pioneer. Alors, j'ai pris des exemples. Pourquoi est-ce que les gens prennent des approches clients? Un exemple, c'est Pioneer Petroleum, qui est une compagnie station-service au Canada. Grand espace, de nombreuses difficiles d'arriver à cette station-service. Donc ils ont basculé les environnements, ils avaient des problématiques. Il est clair qu'un pompiste dans le fin fond de l'Ontario, il n'a pas de compétences informatiques et il n'en aura pas. De même, pourtant, il est nécessaire qu'il ait une poste de travail. On ne peut pas lui faire installer des patchs, on ne peut pas lui faire installer des antivirus, on ne peut pas lui faire travailler de cette manière-là. Donc ils ont basculé l'ensemble de leur environnement, qui était principalement des fax et certains PC Windows avec fonctions de base, dans Windows, vers un environnement complet, donc avec Workplace Messaging, Red Hat, donc et des postes clients Linux. Donc ça, c'est des exemples. Donc mon dernier chart, je terminerai avec ça, hein, c'est donc, il y a beaucoup de choses que nous faisons. Nous avons aujourd'hui plusieurs milliers de développeurs qui passent rigoureusement leur temps à ne faire que du Linux. On a un certain nombre de capacités. On a des Linux Integration Center, il y en a 7 sur la planète, qui passent leur temps à travailler avec l'éditeur logiciel à intégrer Linux. On en a en Allemagne, on en a en Inde, on en a en Chine, on en a au Japon, on en a aux États-Unis. On a des Linux Technology Center, on a une trentaine sur Terre, qui permet, je crois qu'on en a un à Montpellier d'ailleurs, qui nous permettent donc d'intégrer ces technologies, de les faire travailler et de développer le contenu. Donc je m'en arrête là. Et je peux vous dire que pour nous, l'initiative Linux est très importante. Merci beaucoup Marc Dupaquet, je crois qu'on peut vous applaudir.